Donc, bienvenue. Duc, je suis vraiment très impatiente de mieux te connaître. Et Peter, très très heureuse d'être là avec toi. Qu'est-ce que vous diriez l'un sur l'autre sans vous connaître beaucoup, si vous devriez vous décrire en quelques mots, toi pour Peter et toi pour Duc? Pour lui, je dirais conscient homme de paix. Moi, je dirais idole. La première fois que j'ai vu Peter, c'était au Wisherfest. Mais j'étais trop impressionné et on s'est mis à côté. On a fait des selfies sans qu'il voie parce qu'il parlait à quelqu'un d'autre pour avoir un souvenir de nous avec Peter. Depuis, on s'est parlé. D'accord. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet tout de suite. J'avais juste envie de te donner peut-être la parole, Peter, parce que ce soir, effectivement, je suis d'accord avec Raph, c'est un moment important parce que c'est un moment de tissage entre les écosystèmes, mais le tissage entre Fred et Peter, il a commencé déjà bien avant. Est-ce que tu as envie de témoigner peut-être juste de comment ça a commencé, ce tissage entre vos travaux et vos recherches? Volontiers. Et d'abord, merci beaucoup pour cet accueil. C'est merveilleux, je ressens la chaleur dans cette salle du cœur, déjà. Et je me ressens totalement à la maison ici. Je ressens que je peux être nu ici, presque. Et c'est merveilleux. Vraiment, j'aime bien les salles comme ceci et c'est ma reconnaissance à toi pour avoir créé vraiment cet espace, cette communauté. Pour répondre, la première fois que j'ai rencontré l'œuvre de Frédéric Laloux, c'était quelqu'un m'a envoyé un précis de son livre. Et je dois admettre, j'ai pas lu le livre jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai lu les précis. Et quand j'ai lu le précis, j'ai vu que Frédéric a fait un livre formidable qui était bien reçu. Et dans le précis, j'ai vu les 12 personnes qu'il a interviewées, les 12 organisations. Et j'ai vu déjà qu'il a fait une œuvre formidable, mais il manquait la reconnaissance de toutes les personnes qu'il a interviewées. Et ça a été les personnes sources de ces entreprises. Et j'ai mis déjà la question là-dessus. Et quand j'ai partagé ça dans ma communauté, il y avait Tom Nixon, qui est l'auteur de Work with Source maintenant, qui a dit, mais c'est une grande manque, il faut contacter Frédéric pour voir comment il voit cette chose. Et c'était lui qui s'est mis là-dedans pour faire le contact. Et Frédéric est venu à Bruxelles dans une journée source en 2017. Il était très humble, en fait, de venir chez moi dans une journée. Nous étions peut-être 8 personnes avec lui. Et en fait, ce n'était pas une bonne journée avec les autres, je dois dire. Ça n'a pas très bien marché. Mais après, nous avons mangé ensemble dans un petit resto, un resto favori à Bruxelles, moi, italien. Et je lui ai demandé, mais pourquoi, qu'est-ce que s'est passé? Pourquoi tu n'as pas mentionné les personnes que tu as interviewées? Et c'est comme Frédéric Gay, il est très honnête, il est très authentique. Et s'il voit ce vidéo, je pense qu'il n'y a aucun problème s'il te partage sa réponse. Il a répondu,
j'ai eu de peur. Et je lui ai demandé, mais peur de quoi? Pourquoi tu as peur de mentionner et reconnaître les personnes que tu as interviewées qui étaient la source? Et il a dit, j'ai eu peur que ils vont être pris que que j'encourage le niveau rouge. Et j'ai dit, mais tu sais, Fred, ce que va se passer avec ça, tu vas avoir comme les fans, toutes les personnes qui sont verts. Et ces personnes ne vont pas vraiment réaliser leur projet. Et il m'a dit, oh my God, I think you're right. Et puis ça c'était la première rencontre. Et depuis, on est devenus des amis. Je l'ai ai visité à Ithaca, à sa maison, j'ai vu sa famille. On a une très belle relation entre nous. Et il a commencé très peu au début de reconnaître source, mais avec peur encore. Et puis cette vidéo, ça a aidé beaucoup. En fait, sa vidéo où il est devenu plus courageux parce qu'il a vu que c'était correct, ce que j'ai pensé. Et depuis ça, et avec lui et sa façon de gérer ces choses, j'ai une grande cœur pour lui et aussi ce qu'il fait au moment. Parce que d'une façon, il a une sensibilité pour le développement à un certain niveau, je peux dire, de spiral dynamics, d'une certaine conscience où il y a les grandes foules. Moi, je suis différent. Je suis trop radical pour la grande foule. Ça veut dire que mon travail sort toujours marginalement avec une toute petite foule. Et maintenant, si je peux introduire comme ça, il fait la même chose avec le week. J'ai proposé en fait, qu'il intègre la relation à l'argent dans le week, parce que je lui ai dit, si ce n'est pas introduit, les personnes vont être très inspirées avec le week, exactement comme avec Reinventing Organizations, mais sans l'intégrer, la relation à l'argent, ils vont avoir des difficultés de réaliser leur projet. Mais il n'a pas fait, et je dois dire encore, il a raison. Il a absolument raison, parce qu'il fait très, très, très bien son œuvre. Et son œuvre est d'attirer une grande foule. Et il est en train de le faire avec The Week maintenant. Et d'une façon, j'ai beaucoup de gratitude pour lui, parce que vous voyez, les personnes après Reinventing Organizations, ils ont besoin de la source. Maintenant, les personnes qui vont faire le week vont avoir besoin de la relation à l'argent. Donc, tu prépares ta future clientèle, c'est ça? C'est exactement la relation entre nous, je pense. Merci, c'était un peu long mon introduction, mais c'est ça. Merci Peter. Duc, est-ce que tu auras envie de témoigner quelque chose par rapport à ta relation à Frédéric et plus largement son travail? J'abonde, effectivement. Hein. C'est vrai que j'ai découvert, après avoir lu le livre, en rencontrant Frédéric, qu'il y avait des choix éditoriaux dans le livre. Par exemple, je lui ai demandé pourquoi tu parles pas beaucoup des outils technologiques. Il me dit ah oui, en fait les boîtes que j'ai vues, certaines sont très très avancées. Elles avaient Slack avant qu'on invente Slack, etc. Mais j'avais pas envie de faire un livre qui soit interprété ou qui soit pris par les technosolutionnistes, donc j'ai fait exprès de mettre la pédale douce sur ce sujet. Un autre exemple, je lui ai posé la question sur la transparence des salaires. Je lui ai dit, mais toutes ces boîtes-là, tu parles pas les salaires, ils sont transparents ou pas? Il m'a dit, oui, les salaires sont transparents, mais j'avais pas de
c'est un constat. Je n'avais pas d'interprétation à donner, j'avais pas d'histoire à raconter dessus. J'ai pas creusé, j'aurais peut-être pu, mais j'ai choisi de pas creuser là-dessus. Donc éditorialement, il a mis ça sous silence aussi, parce qu'il voulait pas poser comme ça un truc à moitié fait sur la table. Et il y a d'autres sujets aussi. Et, où il m'a dit, voilà, il y a des sujets qui sont un peu perchés. J'ai envie de dire, Frédéric est plus perché que son livre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont un peu perchés, mais j'ai choisi de ne pas en parler dans le livre pour ne pas repousser l'audience corporate, exécutive, à laquelle je m'adressais à l'époque. Après quand même 1 million d'exemplaires, il faut le dire, 1 million d'exemplaires pour le livre, déjà 10 000 participants pour The Week, qui a 10 ans de moins, hein, mais donc, qui est quand même en bonne voie. On le voit dans les interviews commencer un peu à se lâcher, un peu à faire son coming out sur des sujets un peu plus éthérés que ce qu'il a pu documenter dans Reinventing Organization. Mais ce qui, effectivement, je trouvais une bonne stratégie, puisque l'objet du livre, c'était de mettre en valeur les 3 principes opales et qu'il valait mieux éviter de tendre des perches pour se faire battre et pour diluer, finalement, discréditer le propos principal. Donc, il est resté très focus sur un propos principal et il s'est permis, après, d'évoquer. Il a évoqué les principes sources dans les vidéos qui ont suivi. Donc, pour ceux qui le savent pas, après le livre, au lieu de faire un 2e tome, il a mis autant d'heures à faire une série de vidéos que ce qu'il aura mis à écrire un 2e tome, sur la base d'entretiens, de tous les entretiens qu'il a eus après le livre. Donc après avoir rencontré pas mal de dirigeants qui sont venus le voir, lui poser des questions, etc. Et ben il a noté à chaque fois, il répondait et puis il notait toutes ces choses. Ah oui, mais j'ai pas dit ça dans le livre. Et il en a fait une ribambelle de vidéos. Cette série s'appelle Insights for the Journey. Insights for the Journey, exactement. Et dans les Insights for the Journey, il y a une vidéo spécifique qui parle des principes sources. Bon, merci à tous les deux. Pendant la préparation justement de cette soirée, en tout cas moi j'ai ressenti ou j'ai eu vraiment la sensation qu'il n'y avait pas de divergence intrinsèque en fait entre les principes opales et les principes sources, mais qu'au contraire il y avait beaucoup de complémentarité justement qu'on va explorer ce soir. Et tout à l'heure, en préparant cette soirée, j'ai eu un entretien avec mon ami Greg, que je cite pour le reconnaître, et il m'a dit il faut commencer par ta dernière question. Au cas où il y a l'alarme incendie qui sonne et que tu n'as que 5 minutes. Donc voilà, je vais commencer par ma toute dernière question que j'avais envie de vous poser tous les deux. Alors l'idée, c'est que je vais prendre des résonances aussi dans le public au fur et à mesure de la soirée et on aura aussi des moments pour vos questions à vous, évidemment. Et donc, quand je pose une question, j'ai envie d'avoir tous les deux vos résonances. Et puis, si vous avez des exemples concrets, c'est top aussi. Donc, ma question, elle se base justement sur... elle est autour de toute cette histoire de prescription versus description. Prescription versus description. Parce que Frédéric aussi et Peter, tous les deux, parlent du fait que les principes opales et les principes sources, en fait, ce n'est pas une recette, parce que c'est basé sur une observation, c'est basé sur la recherche, la rencontre avec des organisations, des entrepreneurs. Et donc, l'hypothèse que j'ai eue en me reconnectant à ça, c'est est-ce que justement les problématiques ou les oppositions apparentes qui se créent entre les principes opales et les principes sources viennent pas justement du moment où on les transforme en recettes ou en prescriptions qu'il faut appliquer à la lettre. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de mettre sur la table dès le début. Alors c'est clair pour moi, mes principes sources sont mon essai d'une description, pas une prescription. Ça veut dire, j'ai pas eu une théorie ou un modèle que j'ai conçu de ma tête à quelque part. Je suis sorti de mon expérience comme entrepreneur, c'était clair. Mais en fait, ce que j'ai fait, j'ai interviewé tellement d'entrepreneurs, comment ils ont réalisé leur projet dans ce que j'appelais les journées sources. J'ai fait centaines ou plus d'une centaine de journées
j'ai raffiné ces principes selon les réponses des entrepreneurs. Ça veut dire, quand il y avait une résonance, je l'ai laissé. S'il y avait quelque chose contre ce que j'ai décrit, j'ai encore questionné pour raffiner ce que j'ai fait. Et à la fin, il y avait, c'était conclu avec 26 principes sources en fait. J'ai fait principe après principe. Et puis les livres, il y a 2 livres sur la source, vous les avez ici, sont 2 façons de décrire, d'une façon d'un livre. Les principes sources sont dans 8 pages. Ce sont mes notes personnelles et sont unpacked, sont livrés dans un livre avec plus de description là-dessus. Et d'une façon, je pense que je leur redonne ces principes toujours comme une description. C'est mon effet de faire ça. Et quand il y a des questions, on va voir, je fais presque jamais une prescription à quelqu'un ou quelqu'un ce qu'ils doivent faire, outre que je suis absolument clair de ma source que je dois le faire. Ça veut dire, I don't forbid myself, me laisse faire si je suis absolument clair. Mais plutôt, ce que je fais, c'est plutôt une suggestion de mes principes et la personne est libre à prendre cette suggestion ou pas le prendre. Alors, de toute façon, même avec ça, j'ai eu beaucoup de personnes dans les... maintenant, c'est 15 ans, presque 14-15 ans, qui me disent que je suis dogmatique. Et d'une façon, ça ne me gêne pas, parce que je peux accepter mon dogma. Alors, si je suis dogmatique, c'est OK, c'est bien. S'ils pensent que je suis un gourou et j'ai une secte, c'est OK. J'accepte ça aussi. J'admets que mon secte, j'ai une merveilleuse secte, mais je dis toujours c'est un secte pour la liberté. Et mes principes sources sont pour essayer de faire les personnes, de libérer les personnes. En fait, c'est mon œuvre comme je le vois. Voilà. Alors oui, description, préfère ma façon de préférence, c'est clair. Je dis parfois que les principes sont pas préconçus, ils sont post-conçus. Ça, c'est la description. C'est une conception post, a posteriori. C'est pas penser en avance. Bon, c'est tout dit. Tu as vraiment dit. Ben, on verra. Oui, voilà, on verra. Tu auras peut-être autre chose à dire après mon commentaire, mais les principes Yapal ont aussi émergé d'une description, d'une enquête sur le réel. Dans les 3 principes, j'ai remarqué que les gens, de même, et je pense que sur les principes sources, vous devez avoir un peu la même expérience, les gens sont très focalisés sur l'autogouvernance. Alors, la décision partagée, chacun décide de son salaire, etc. Ce qui est très descriptif, effectivement, parce que c'est très tangible, c'est très concret de voir le process ou l'absence de process, de voir comment les gens s'organisent, etc. Et on met un peu de côté la wholeness, l'intégrité, parce que ça s'écrit pas en procédure, c'est plus compliqué à faire. Et je pense que quand on dit, c'est là peut-être qu'il y a un peu prescription, on dit bon, il faut être dans la wholeness, c'est super, on l'a dit, mais comment on fait, quoi. Et je pense que la prescription, elle n'est pas dans il faut être dans l'autogouvernance. Et là, ça, c'est descriptif. Et parce qu'il y a plein de façons de le faire, et vous allez voir des bulles, des cercles, des rôles, des machins, etc. Donc il n'y a pas de prescription là-dessus, mais l'idée, c'est d'essayer de faire un truc qui ressemble à peu près à ces principes d'autogouvernance, ou un truc qui ressemble à ces principes de source, et vous pouvez prendre un outil comme Mapsio ou la Crazy One pour vous aider à un peu imiter ça.
mais que le cœur du bon fonctionnement, d'un fonctionnement sain de votre système, ça va être cette wholeness. Et de même, si on voit le monde avec les lunettes de la source, ça va bien marcher si la source est dans la wholeness. Et là, c'est là qu'on peut effectivement dire qu'il y a une prescription, au sens où on peut dire, ben, quand je vois les choses du côté, que ce soit du côté de la source finalement ou de l'opale, si tu veux que ça aille bien, il faut développer cette intégrité, cette wholeness. Alors, je ne sais pas si c'est la même définition dans les deux côtés, mais en tout cas, là, il y a un peu un côté prescription où on dit, tu peux cocher la case de la description en faisant des cercles et des rôles et tout, mais si tu veux que ça fonctionne bien, là, il y a une prescription qui est de, travaille sur tes ombres, travaille sur ton intégrité. En fait, ce que tu dis de wholeness, dans mon langage, c'est être relié avec ta source. C'est très simple. C'est la même chose. Relié avec ta source qui est relié avec une source, un univers en fait, qui est whole. Alors c'est la même chose, c'est clair. Et quand même aussi cette importance du travail intérieur. Absolument. Et que qu'il n'y a pas de source qui n'a pas de potentiel d'évolution, et que si on croit que, comme tu dis toujours, si on croit qu'on est illuminé, ben, c'est pas une bonne nouvelle. Si on dit... On croit qu'on est illuminé. Éliminé. Illuminé. Illuminé, oh oui. Oui, on est éliminé quand on croit qu'on est illuminé. Oui. C'est ça. Donc, c'est une prescription, si je reformule un peu, une prescription qui est intangible et difficile à réaliser, je dirais, sans faire un parcours parfois initiatique. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut réaliser avec des process ou de la technicité, quoi. Mm-hmm. Bah, surtout côté opale, on documente pas ça. On dit, on décrit ce que c'est que la wholeness, mais dans le livre de Frédéric Laloux, vous n'aurez pas des exercices de comment faire face à vos ombres, etc. Finalement, on touche pas trop ce sujet-là. Peut-être une petite différence, c'est le suivant, parce que on prétend pas comme source qu'on soit illuminé. On prétend pas que pour réaliser son projet, parce que avec les principes sources, on est focalisé pour la réalisation d'un projet. Et que ma suggestion, c'est que quand on reçoit une vision pour la réalisation, c'est toujours bonne. Et même si on n'est pas conscient, ou on n'a pas suivi une cours de conscience ou quelque chose comme ça. Ça veut dire on est créateur, chacun de nous, chaque personne, chaque jour, on crée des choses. Ça veut dire si on est illuminé ou pas illuminé, on reçoit toujours les visions et les idées, même s'ils sont très banales pour la réalisation. La question de est-ce que c'est bon ou pas, ce qu'on réalise, ça dépend sur nos ombres, en fait. C'est pour ça qu'on peut parler de Hitler, par exemple. Il était d'une façon certainement tranché d'une bonne vision à un certain moment. Mais avec ses ombres, c'est le résultat qu'il crée, Staline et tous les autres. Mais j'ai aucun doute qu'au début, la vision est une bonne vision. Et ça, c'est le challenge pour nous, pour chacun de nous, à mon avis, de regarder, de travailler nos ombres pour que nous réalisons vraiment nos visions et ils ne sont pas coupés par nos ombres, en fait. Et ça, c'est le travail, je pense, que nous faisons à moins avec les principes sources. On ne prétend pas que nous sommes parfaits. Bien sûr. Alors qu'en opale, on va plutôt proposer de finalement atténuer peut-être les ombres d'une personne en faisant converger ensemble les raisons d'être individuelles. C'est-à-dire que chacun va venir avec son inspiration. Et ce qu'il appelle la raison d'être évolutive, c'est finalement le mouvement d'ensemble et la somme des élans individuels de tout le monde. Une sorte de pari à faire, de se dire est-ce que collectivement le fruit de cette intelligence va aller dans une direction
souhaitable pour le collectif. C'est un peu un principe de vivant, de se dire on a une biodiversité au sens où chacun a sa propre raison d'être qui va dépendre à gauche à droite. Et finalement, mise ensemble, toute cette diversité d'aspiration, cette d'illumination, est-ce qu'elle va conduire à perpétuer l'espèce ou pas, quoi. Ou est-ce qu'elle va conduire à l'autodestruction? C'est ça. Donc ça, c'était la grande question d'ailleurs que tu m'as posée, que je trouvais très bonne dans notre appel préparation. Disait, est-ce que les organisations qui vont intégrer les principes Opale, forcément, vont mener à quelque chose qui sert le bien commun? Est-ce que ce qu'on met en place fait que, d'office, tout ce qui n'est pas au service du bien commun va pas réussir à perdurer? Et pareil, du coup, par rapport au principe source, je suis curieuse de voir comment ça a évolué, ta réflexion par rapport à ça. Et ce que toi, tu en penses? Alors, peut-être il y a une petite différence là-bas aussi qu'on peut explorer. Parce que, et c'est une exploration, je pense, ce soir, plutôt parce que c'est une première, en fait. Et cette notion de autogestion, I think we need to pull it apart a bit. Parce que j'étais pas très séduit de cette notion dans les 80, en fait. Je faisais part à un endroit, une conférence à Findhorn qui s'appelait From Organization to Organism, qui était tout sur autogestion. Et pendant 10 ans après, je faisais part d'un groupe. Nous appelé The Surprise Being, où un groupe entre nous, pour 10 années, on s'est rencontrés chaque 6 mois, sans leader, dans un autre endroit, sans agenda, pour rencontrer et voir ce qui émerge. Et c'était seulement après quelques années que j'ai reconnu que nous avons une source là-dedans. Mais jusqu'à ce moment, nous étions tous séduits que c'est autogestion, il n'y a pas de leader. C'est pour le bien commun et tout ça. Ce que j'ai commencé à voir après que j'ai fait toutes ces interviews, c'est que quelques entreprises, par exemple Unilever, donnent cette idée d'une organisme vivant où j'étais aussi séduit. Et ce que j'ai commencé à voir, c'est que si on fait la promotion de ça, les personnes sont en train de suivre le but de ce qu'ils pensent est un but d'une communauté, d'un commun, qui pour moi maintenant est plutôt un fantôme. Parce que ce que j'ai commencé à voir, c'est que les personnes perdent leur but ou n'ont pas un but, ils mettent leur but sous le but de cette organisation supposée. Et pour moi, mon message pour le moment, c'est radical, mais je dis il n'y a pas des organisations vivantes. C'est ça peut-être qui est une différence. Et en anglais, je dis que self-management, en anglais, on doit autogérer soi-même, oui, mais autogestion d'organisation, où il n'y a pas d'une façon en source, où nous sommes tous les égaux, mais avec AUX, mais peut-être aussi avec seulement le O, OS, ça ne fonctionne pas. Et ça, je ne sais pas où Opale est avec cette question. Ça, c'est ma question. Ouais, Cas, je pense que Duc va pouvoir répondre et puis peut-être aussi répondre sur ton expérience, parce que... C'est vrai qu'on on dit souvent, ben voilà, il y a les stades de maturité d'organisation. Orange, c'est comme une machine. Vert, c'est comme une famille. Opale, c'est comme un être vivant. Il faut pas trop tirer le trait de l'exemple non plus. Enfin, c'est souvent, malheureusement, parfois, ce que j'entends, c'est des gens qui disent, ah ben c'est tout exactement comme un être vivant, donc on va faire comme si l'organisation était un être vivant, et on se retrouve à remettre les contours de l'être vivant, comme s'il avait une peau, et à recréer
une entité qui correspond finalement à l'ancienne personne morale du monde thermo-industriel, où on disait on faisait des entreprises, des boîtes, et en fait on est en train de refaire une boîte. Une peau. Avec des frontières en fait, avec une bord, avec une limite. La parabole du vivant où on dit chaque individu par exemple est un arbre me plaît plus qu'une cellule, parce que chaque personne est un arbre, il y a un autre arbre à côté, on se connecte, on dépend les uns des autres, on communique, etc. Mais l'arbre, il n'est pas dans une forêt. C'est un jour, un humain vient, regarde la carte ou la photo satellite, il tire 4 traits, il dit ça, c'est le bois de machin, et l'autre à côté, c'est la forêt Trucmuche. Mais ça, c'est l'humain. Avant qu'un humain vienne et tire un trait en disant ça, c'est la frontière et ça, c'est la limite de mon organisme, en fait, l'arbre, il était là, et puis il avait ses voisins, et il vivait sa vie, et il se posait pas la question de savoir s'il était... Donc, on voit qu'au moment où on commence à dire ah ben non mais là il y a un organisme et maintenant je vais mettre des frontières et je vais mettre des barrières et je vais mettre des tourelles, etc. On commence à sortir à abuser un peu de la parabole, quoi. Parce que là on va commencer à dire ah ben maintenant qu'il y a cet être vivant, on va lui prêter des intentions. Ah ben voilà, donc comme il est vivant, il doit vivre, le vivant est sacré. Donc maintenant, il faut tous qu'on se sacrifie pour l'entreprise, puisque on a reposé un paradigme où on dit, ben en fait, l'entreprise existe, la personne morale existe, et donc elle a droit au respect, à la propriété privée, etc. Et donc on va retomber dans le paradigme industriel qui nous fait sauter la planète au nom des dividendes finalement. Donc il ne faut pas trop pousser la parabole. Ce que tu expliques me fait penser à ce film qui est sorti en 2003, The Corporation, où ils ont fait l'analyse psychologique de tiens, si jamais l'entreprise était un être vivant, quel serait son profil psychologique, et le résultat des courses c'était ce serait des psychopathes. Donc c'est quand même très gênant d'être dans une société qui est largement menée, ou en tout cas il y a beaucoup de choses qui se passent à la tête des psychopathes, c'est-à-dire des organismes vivants entre guillemets. Et je dois faire un commentaire sur ça, parce que regarde les nouvelles et le langage dans les nouvelles chaque jour. En Suisse, maintenant, dans l'horlogerie, Rolex va acheter Bucherer, une grande série de magasins qui vendent Rolex et les autres montres. C'est grand, c'est dans les nouvelles ce matin. Et c'est comme ça qu'on parle. On dit c'est Rolex qui achète Bucherer. Et on parle de la décision de Rolex et les décisions de Bucherer. Vous voyez, c'est tellement normal qu'on ne fait pas de questions sur ça, qu'on parle comme ça. Mais ce n'est pas Rolex qui achète Bucherer. Il y a une personne là-dedans qui était la source, qui a pris une décision et a négocié avec une autre personne. Et ça, on néglige avec cette forme de nouvelle, parce qu'on néglige les responsabilités des personnes sources qui prennent les décisions. Et ça, c'est le danger. Personne, à la fin, prend responsabilité, parce que c'était deux boîtes morales qui ont fait quelque chose. C'est pour ça que je les appelle les fantômes. Et ça, c'est le dangereux, parce qu'il n'y a aucune responsabilité plus de ça. Ce qui a acheté prend son argent et voilà, et faire la chute. Et ce qui a acheté est responsable, mais si ça ne marche pas, il va sortir avec sa parachute orée aussi, et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les personnes, des milliers de personnes qui sont impliquées de ça? Et c'est ça que je veux mettre le point sur le langage que nous utilisions à ce niveau aussi. Parce que c'est aussi encouragé par la loi. Parce que c'est la loi qui donne dans tous les pays, qui renforce les organisations comme ils les traitent comme les personnes en fait. C'était fait pour une bonne raison à l'époque, pour que les sources prennent les risques
et en limitant leurs risques. Mais maintenant, c'est utilisé pour toute autre raison. Et ça, c'est le danger. Oui, j'aimerais revenir sur cette notion de responsabilité, justement. J'ai l'impression qu'elle est au cœur, notamment dans les principes Opal, où il y a cette question de l'autogestion. Et dans le dernier podcast que Fred Laloux a fait cet été, en juillet, il parlait justement des bonnes et des mauvaises raisons de passer en autogestion. Et il disait, l'intervenant lui pose la question, oui, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas des exemples où ça marche pas, où c'est le chaos? Il disait, en général, quand c'est le chaos, c'est parce que l'autogestion était un choix pour ne pas prendre ses responsabilités, justement. Et donc, on choisit de mettre l'autogestion en place parce qu'on n'a pas envie d'être responsable et qu'on se dit, on va partager, et on va dire, on est tous responsables et en même temps, personne n'est responsable. Et à ce moment-là, c'est le chaos et c'est pas ça du tout le message, puisque justement, le message, c'est un empuissancement de chacun dans ses rôles. Et donc, je trouve que cette notion de responsabilité, elle est au cœur et elle est clé, en fait. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, mais ça me paraît... Ouais, c'est un point commun important entre les philosophies des philosophies Opal et Source. C'est qu'on reconnaît que les décisions viennent des individus. Il n'y a plus le gag de l'équipe a décidé, du consensus, sous prétexte qu'on a décidé à 4, en fait, c'est une décision de nous 4. Non, en fait, on revient toujours. Nina en parle très bien sur la chaîne YouTube Open Opal sur l'erreur de Descartes, où un médecin s'était rendu compte qu'une personne qui perd la capacité de gérer ses émotions perd sa capacité de décider. C'est-à-dire qu'une décision vient tout au fond dans nos tripes d'une émotion qu'on a ressentie qui nous a fait pencher vers... Et après, on a construit toute une cathédrale peut-être de justification ou de rationalité. Et après, on va embarquer les autres en leur faisant croire qu'ils vont décider aussi. En fait, ils vont me rassurer, peut-être me soutenir, prendre ensuite une partie de la responsabilité. Mais au départ, j'ai eu une étincelle émotionnelle qui m'a amené à prendre un risque, à me mettre en vulnérabilité. Et ensuite, peut-être je nourris cette étincelle pour en faire une décision qui va s'actualiser dans le monde réel. Mais les décisions viennent toujours d'un humain, quel que soit l'échafaudage d'habillage et de masques et d'histoires qu'on raconte par-dessus, comme quoi c'est la personne morale qui a décidé. Alors j'ai envie de prendre un petit moment de connexion à vous tous qui est ici. Est-ce qu'il y a quelque chose, j'ai envie de prendre une ou deux résonances là, qu'est-ce qui émerge pour vous, quel est votre ressenti déjà sur base de tout ce qui a été partagé? Je ne sais pas si quelqu'un sent l'élan de s'exprimer. Oui, j'ai un truc à partager, c'est l'Opal a amalgamé les niveaux égocentrés et sociocentrés de la spirale. On a cette double énergie et on est face ici à un modèle Opal face à un modèle source où je vois beaucoup d'égocentrés. Je suis porteur de mon intentionnalité, en fait, on parle de responsabilité, mais c'est l'intentionnalité qui est à la source. Et je trouve qu'il y a une espèce de tension fertile entre les deux. Tu as dit à la fois le boulot qu'on ne fait pas sur soi-même, je vais l'amener dans le collectif, et c'est le collectif qui va faire émerger quelque chose qui tient quand même un peu la route. Il y a une espèce de dissolution des ombres personnelles dans le collectif. Puis en même temps, tu parles aussi de reconnaissance du fait que la décision, in fine, elle vient quand même des tripes de quelqu'un. Et il y a quelque chose qui se passe là-bas qui est pas clair pour moi, mais qui est fertile. Il y a une espèce de tension que je trouve intéressante. Alors, quelqu'un d'autre, une femme? Moi, j'ai toujours un petit doute sur l'Opal tel qu'il est pratiqué, où il se situe quand même beaucoup entre le vert et le jaune. Donc, peut-être que tu disais, et où ce qui a été bien compris, c'est les principes qui sont plutôt dans le vert pour moi. L'auto-organisation, c'est pas loin, quoi. Enfin, donc, vraiment, c'est pas loin, tel que c'est vécu. Et que la dimension qui fait passer à un autre paradigme intégratif, qui réintègre tous les autres, c'est-à-dire qui intègre la verticalité, la norme, la force, etc., en fait, est rejeté encore dans beaucoup des organisations qui disent Opal. Et que donc le principe source de Peter, pour moi, il remet cette verticalité-là, c'est-à-dire pas seulement pas la verticalité hiérarchique, mais l'intégration de tous les niveaux. Et souvent, moi j'entends, c'est peut-être pour ça que Wellness n'est pas bien compris, parce que c'est ça. Et donc j'entends que c'est comme si ça vient redonner ce truc-là qui manque dans la façon dont l'Opal est vécu, pas dans l'Opal lui-même. Hein. L'Opal est pratiqué.
Donc ça me fait plaisir d'entendre ça. Non, c'est très intéressant que tu choisis exactement ce point entre vert et jaune. Parce que en 2004, j'ai fait une autre parallèle avec un collègue en Suisse, avec Spiral Dynamics. Et en fait, ça revient à la source de Kohlberg et Wilbur et John Gibson, mais surtout avec Kohlberg, Claire Graves a suivi Kohlberg, Don Beck a suivi Graves. Et mon collègue est revenu à Kohlberg pour ces niveaux. Et il a trouvé que Kohlberg a fait plusieurs niveaux et à la fin de sa vie, il a noté qu'il a manqué quelque chose entre son niveau 5 et niveau 6. Il l'a appelé 5,5. Et c'est exactement ce point en Spiral Dynamics, entre le vert et le jaune. Et la différence que le développement avec les autres niveaux, c'est que les autres niveaux jusqu'à vert sont comme sur un escalier. Mais entre vert et jaune, c'est une transformation. Totalement, c'est un autre pas. C'est vraiment un pas où tout est bouleversé. Et c'est ça, la reconnaissance de ça que je trouve, c'est vraiment important. Et c'est ça que, dans mon travail, enfin, on fait conscience de ce niveau, que c'est pas la même chose que faire encore un pas. Je viens rajouter un truc, c'est que j'ai l'impression que si on rentre dans l'opale par les processus, c'est-à-dire si on prend la pyramide de Dean sur les niveaux d'apprentissage de Bateson, c'est les niveaux les plus bas, en fait ça part pas du bon endroit. C'est comme si pour arriver à ça, c'est plutôt une histoire d'identité, de croyance, de valeurs, de stratégie pour faire les choses, plutôt que le niveau bas des comportements, c'est-à-dire des processus. Donc rentrer par le processus dans quelque chose qui serait du niveau jaune, pour moi ça marche pas. Ça doit partir de l'être en fait. Pas du faire. Du coup, il y a quelque chose comme ça, c'est pas l'opale, hein, c'est comment on rentre dedans qui souvent me questionne. Et le faire, il t'amène pas à l'être. C'est l'être précède le faire. Honnêtement, après cette première partie, j'aimerais bien avoir 3 soirées parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont riches d'approfondir. Mais j'ai envie de tirer un petit peu certains fils qu'on a commencé à explorer et j'ai envie de commencer. J'ai une question. Vas-y. J'en profite parce que je suis là. Parce que tout le monde dit personne source, personne source, personne source, personne source. Et à la fin, j'imagine que la personne est la source. Mais la première fois, d'ailleurs, je crois que c'est Frédéric qui m'en a parlé, il m'a décrit plutôt que la personne source, c'est la personne qui a accès à la source. C'est-à-dire que c'est celle qui... Parce que la source, elle fait un tout petit bruit, parce qu'elle est toute petite, parce que c'est le début, c'est la source. Et la personne source, c'est celle qui est suffisamment proche de là où elle... c'est quoi? Sourdre, le verbe? Enfin, là d'où elle sort, comme on dit. Elle jaillit. La personne source, c'est celle qui est à côté de la source et qui peut du coup répéter aux autres ce qu'elle a entendu. C'est quoi la bonne interprétation de personne source? Donc, est-ce que la personne source est la source ou est-ce que la personne source est à côté de la source? C'est un peu ça la question. Dans le livre et dans mon œuvre de source, la première chose que je fais normalement, c'est définir ce que je veux dire avec le mot source. Et pour mon œuvre, je fais la définition que la source, c'est toujours une personne, en fait, dans ma définition. Ça veut dire que c'est pas Dieu ou quelque chose comme ça, parce que le mot est utilisé dans plusieurs façons. Et pour être clair,
si je dis source, je parle d'une personne qui est source. Ça veut dire une personne qui lance un projet, une entreprise ou une initiative. Et ça, c'est la source dans ma définition qui est limitée dans mon œuvre. Mais je dis aussi que cette personne est connectée à sa source intérieure. Ça veut dire que cette personne reçoit des informations de quelque part. Et je demande pas d'où. Parce que on pourrait pour la vie discuter là-dessus. Mais dans mes journées sources, j'ai eu des entrepreneurs qui connaissent rien de la spiritualité, sont pas intéressés dans la spiritualité, mais c'est la réponse commune est toujours oui, je reçois des informations. Ils regardent normalement en haut quand ils parlent. Et voilà, ça suffit pour moi pour dire cette personne est une source de son entreprise ou de son projet. La définition de qui est la source, c'est la personne qui prend le premier risque pour faire une réalisation de quelque chose. Avoir une idée, ça suffit pas, parce que nous avons toutes les idées tout le temps. Mais quand on est ensemble dans un groupe, par exemple, et il y a une idée, pour réaliser quelque chose, il y a toujours une première personne. Et c'est la première personne qui lance quelque chose. Et parfois, c'est très, très facile à trouver qui était cette personne, en beaucoup de cas, et parfois, c'est difficile. Et est-ce que, j'en profite toujours, est-ce qu'il y a des situations où il vaut mieux ne pas chercher à savoir? Il vaut mieux garder le... Bah ouais. Je réponds avec un clair non. et dans le livre de Stefan Merkelbach, tu sais, il a écrit ce livre, petit livre rouge sur la source. En fait, il y a à la base mes principes sources, et puis je laisse les personnes ajouter leur création. Et il a parlé là-dedans, il a défini les pathologies de la source. Et les pathologies qui peuvent être, qu'il a vues souvent. Et ça, c'est une de ça. Une des pathologies, il s'appelle en anglais le the slacker. Comment est-ce qu'on va traduire ça? Slacker, le mot. Oui, c'est probablement le mot qui ne veut pas être vu, ne prendre, ou est paresseux, etc. Le danger de ça, c'est que si on ne se met pas dans le rôle que une autre personne peut se mettre dans le rôle et apparaître comme source qui n'est pas la source, en fait. Et là, il sème la confusion avec ça. Voilà, alors, on fait beaucoup de travail, mes praticiens font beaucoup de travail de telles situations, en fait, pour mettre la lumière, parce qu'il y a autrement les conflits, les confusions là-dedans, qui a la responsabilité de pourquoi, en fait. Donc, pour ramener ça à une organisation Opal, Oui. dans l'Opal, on a un individu a une perspective sur le monde. Et dans l'organisation, tout le monde n'est pas tout le temps perché Opal là-haut. Il y a des gens qui arrivent, qui sont plus dans des dominantes, passent plus de temps dans l'orange ou dans le vert. Et ça va créer des visions différentes.
Typiquement, hein, pour prendre un exemple qui me concerne, j'ai créé il y a longtemps une entreprise qui maintenant ressemble plus à un groupe d'individus qui chacun poursuivent leur cause, et puis il y a une cause émergente, évolutionnaire. Et dans cette tribu, il y a des zones qui sont organisées avec des comportements plutôt mécanistes, et des zones qui sont organisées plus comme des groupes de freelance, etc. Et chacun projette des visions différentes des rôles des uns et des autres. Il y a des gens qui nourrissent l'idée que je suis le tyran despotique qui donne les ordres, même s'ils voient jamais un ordre de moi, ils pensent qu'ils sont trop loin pour les voir, mais ils croient qu'ils existent. Et il y a des gens qui pensent que, au contraire, on est tous des freelances, et on est tous en autonomie. Et en fait, on a une biodiversité de visions du monde qui se rencontrent dans l'organisation. Et la question profonde là-dedans, c'est est-ce que ça correspond avec ta vision? Oui. Voilà, tu l'as créé comme source. Alors, je l'ai pas... Alors... Il a fait oui, c'est fait, hein. Non, parce que je l'ai pas voulu. Il y a un jour, j'ai pris conscience qu'il y avait plein d'images de moi qui se baladaient et que moi j'interprétais comme fausses. Je dis mais pourquoi il croit que c'est moi que je suis le chef? Il faut qu'il arrête de m'appeler chef. Mais parce que tu es le chef. Et un jour j'ai lâché prise. Et maintenant je vis effectivement, comme tu dis, j'arrive à vivre avec cette idée qu'il y a plein de gens qui se font plein d'idées de moi différentes et que finalement, écoute, si ça les rend heureux comme ça, moi ça me rend pas malheureux. Tu as accepté d'être un écran de projection en fait. Voilà, c'est ça. Et ce que j'accepterais pas, c'est qu'on vienne me voir en me disant à cause de toi, je suis malheureux. Mais j'ai une question de toi. Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un vient avec une vision que tu n'aimes pas? Si quelqu'un vient avec une vision que je n'aime pas, je fais rien. Ça fonctionne? Ou chaque personne peut venir dans ton champ avec n'importe quelle vision et c'est OK pour toi? N'importe quelle vision. Non, c'est pas... Alexandra qui a des choses à dire. On a un bout de la réponse. Non. Non, c'est pas OK, mais je pense que... parce qu'en fait, je cherche les exemples, mais c'est juste pas arrivé, en fait. Ça n'arrive pas. C'est maintenant, enfin, l'organisation a 17 ans, et c'est quand même... Tu es une source c'est mon impression. Tu es une source strong. On a des sources spécifiques aussi qui... Oui, mais oui. Mais en fait, tu vois que tu ne veux pas te reconnaître. Tu es une source forte parce que tu attires les personnes avec les visions que tu aimes et sans faire quelque chose, tu rejettes automatiquement les personnes qui ont les visions que tu n'aimes pas. Et ça se fait dans une sorte d'autogestion, on peut dire. Mais en fait, c'est parce que tu es très clair dans ta source et c'est dans ta vision. L'autogestion fait partie de sa source, justement. De cette façon. Après, parce il y a une question de paternité. Par exemple, si Nina dit à Elias tu sors parce que Duc veut pas te voir, alors que moi j'ai rien dit, donc elle projette sur moi quelque chose et après elle l'utilise. Est-ce que j'ai la paternité de cette décision ou pas? Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est vraiment ma vision qui a fait sortir Elias alors que je n'ai rien dit explicitement, mais que Nina a imaginé un truc, et qui est peut-être vrai, peut-être pas vrai, on n'en sait rien, on n'a jamais parlé du sujet, mais ça arrive. Dans mes principes, la suggestion, c'est que tu es responsable pour tout ce qui se passe dans ton champ. Voilà. Ça veut dire, au fond, que tu manipules Nina d'une façon qu'elle fait consciemment ou pas consciemment.
Et donc c'est là qu'on touche un sujet intéressant, c'est que du coup, c'est pas relié à moi, mes actes ou quoi, c'est tout ce qui est dans le champ et tout ce qui est que j'ai dit, ou même, mais si des gens interprètent ou devinent ou disent à ma place, je peux pas dire ah non, je m'en lave les mains, c'est pas moi, etc. Ça a eu lieu dans mon champ et peut-être indirectement, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais en porter la responsabilité. Alors, avec mes principes, tu es responsable pour tout qui est bon et pour tout qui est mauvais dans ton champ, comme moi, comme source dans mon champ. Mais en fait, tu dois savoir que si Nina fait quelque chose dans ton champ, elle ne regarde pas ta vision. C'est la vision qui se passe dans ton champ, c'est ta vision. Mais en fait, elle est en train de faire ça pour sa vision, pas pour la tienne. Et en fait, avec la conscience de tout ça, ça amène la fluidité dans la champ. Et c'est comme ça que je vois ça fonctionner fluidement, en fait. Mais en fait, ça assiste normalement si la personne source se reconnaît consciemment dans son champ comme source. Oui, j'en profite pour dire qu'effectivement, c'est vrai que dans les principes sources, la reconnaissance, c'est un principe vraiment très très important pour la fluidité et pour que l'énergie circule de manière fluide. Mais quand on parle de reconnaissance, et j'en ai déjà parlé aussi parfois dans des milieux opales, tout de suite il y a le mot ego qui apparaît. Oui, mais la reconnaissance, c'est nourrir son ego et pas besoin de savoir qui a fait quoi, etc. Et donc, peut-être, qu'est-ce que tu dirais là-dessus sur est-ce que la reconnaissance c'est nécessairement une histoire d'ego? C'est pas une question d'ego, c'est a fact of life. Que tu as créé quelque chose comme le premier, et avant que tu l'as créé, rien n'existait. Alors ça peut devenir une fait de ego, oh, I'm a great guy, I've created this. Mais ça n'a rien à faire avec ça, it's a fact of life. Et le problème, si on ne se reconnaît pas dans son champ, personne dans son champ va se reconnaître non plus. Ça, c'est le problème. Les personnes peuvent avoir la difficulté de trouver leur place dans ton champ si tu ne te reconnais pas comme source. Parce que personne ne veut pas se mettre dans une position importante, par exemple. C'est ton vécu? Alors moi, je règle mon problème d'ego en imaginant le champ créatif comme de la terre, quoi. C'est un champ, un sol. Et donc, finalement, j'invite des gens dans mon champ. Enfin, une fois qu'ils sont là, rien n'a changé. De la valeur va se créer quand des gens vont travailler dans le champ. Et donc, moi, mon ego, il est là, mais il ne fait que créer le champ qui, finalement, n'est qu'un environnement ou un substrat. Mais le mérite, il vient quand même plus au laboureur qu'à la terre, quoi. Tu parles comme une source. Exactement. Donc je me permets pas de me créditer de tout ce qui a lieu dans le champ sous prétexte que j'ai créé le champ. Enfin, c'est comme au temps féodal, je suis le seigneur, j'ai les terres, et du coup je vais dire que c'est moi qui ai tout fait. Non, bah... Ouais, au temps féodal, il disait ça, évidemment, peut-être. Mais... Justement, c'était peut-être ça le problème. C'était le pouvoir sûr plutôt que du... À l'autre niveau, alors je dis, avec les principes sources, c'est bien, c'est plus que utile, c'est presque nécessaire de se reconnaître comme une source de sa création pour la responsabilité aussi qu'on a créé quelque chose de rien. Je suis logiquement responsable pour tout ce qui émerge de ma création parce qu'avant, il n'y avait rien. Ça peut seulement être moi. Mais en même temps, il faut, si on revient à la question de source et d'où ça vient, si on dit ça vient de là, mais ça vient de partout,
mais disons ça vient de là, c'est là où nous sommes tous connectés. Ça veut dire que c'est mon projet, mais c'est pas le petit avec un petit m. C'est un projet qui m'a choisi d'une façon de l'univers. Et de cette façon, nous sommes liés en fait. Et toutes mes sources spécifiques aussi, qui sont dans mon champ, sont connectées au même point. Mais avec les principes sources, il y a un ordre dans le projet. C'est ça que nous montrons avec les principes sources. Il y a toujours un ordre qui, et je vais utiliser un mot controversial ici, c'est un ordre qui s'appelle hiérarchie. Parce que littéralement, et j'étais, I was taught, J'étais enseignée. Enseigné par un philosophe très profond qui m'a enseigné sur ça, l'étymologie de hiérarchie, c'est ordre sacré. Ça veut dire, il y a cet ordre sacré dans toute la nature. La nature fonctionne aussi avec un ordre sacré. Et ça, c'est l'ordre sacré entre nous pour moi, que dans chaque entreprise ou projet ou initiative, il y a un ordre. Ça veut dire que si je suis le créateur, je suis le premier. J'ai créé quelque chose de rien, je suis le premier. Et puis il y a un petit groupe autour de moi, des personnes qui aiment ma vision, qui vient dans mon champ. C'est le début de chaque entreprise. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4, il y a toujours un ordre. Et quand on a un respect pour cet ordre, c'est à ce moment que tu deviens fluide entre nous. Parce qu'on respecte l'ordre et la source de chaque personne, et la spécialité, le rôle, la fonction, la spécialité de humain de chaque personne, liée, branchée à la fin à la même, disons, à la même grande source. Et c'est ça que tu fais en fait. Je le ressens dans cette salle. Tu le fais merveilleusement. Après, il y a un facteur de fuzziness. La source est 80% du temps dans le doute. Et donc, à 80%, je suis certain, du coup, à 20%, que ma source spécifique, là, elle est dans le champ, finalement. Donc, ça laisse beaucoup de marge de manœuvre. D'un jour à l'autre. Et puis, c'est pas juste pour une source, quoi. C'est tout le temps. Donc, et je pense qu'il faut pas perdre de vue, enfin, le fait que, donc, c'est une hiérarchie, et c'est pas n'importe quelle, il y a plein de sortes de hiérarchies, mais là, quand on parle de champs, dans des champs, de manière un peu fractale, c'est des hiérarchies vraiment pyramidales. Je suis à l'intérieur d'un seul cercle, enfin, d'un seul champ, qui est lui-même dans un champ, donc c'est pas, toutes les hiérarchies sont pas comme ça, mais là, c'est une hiérarchie pyramidale, sauf qu'elle est avec des frontières, avec 20% de certitude. Au même temps, si je peux le dire, c'est pyramidal de la façon d'ordre, mais de la façon humaine, il y a une égalité, et c'est où l'égalité, pas la loi, l'égalité, que chaque personne peut te challenger si ta décision, tu es vraiment dans ta source. Et si ça fonctionne bien. Je demande ça de mes personnes dans mon écosystème. Je ne veux pas être un empereur sans vêtements. Si je fais des décisions, je veux que les personnes me questionnent si c'est vraiment bien ma décision. Si je suis clair, j'ai aucun doute, ça marche. Mais si j'ai un petit soupçon de doute, je me demande, peut-être ma décision, c'est là où le doute, c'est bien. Et là, il y a une égalité dans mon champ que j'invite toutes les personnes, si je prends une décision, de challenger ou
naturellement, je peux leur challenger mes sources spécifiques. Nous avons ici dans la salle Damien. Où est Damien? Il est tout à fait. Damien est venu et m'a dit à un certain moment, Peter, je ne sais pas si le nom PKS est bon pour le futur, pour le chant et ce que je veux faire à Bruxelles et partout. Et il m'a mis en doute que c'est vraiment bien, parce que la situation est dynamique. En tension aussi, on est en train de développer. Et en fait, Damien peut témoigner, on a eu un processus de combien de mois, Damien? Un an sur le nom de mon chant. Finalement, on a trouvé une magnifique solution. On a 2 noms ou 3 noms. mais il a l'impact du doute. Non, et c'est génial, absolument génial. Tout à fait bien. Tout le monde est bien satisfait avec la solution. Mais ça vient seulement parce que je ne dis pas non, c'est PKS et rien d'autre. Et oui, je me laisse être challengé, c'est bien. Je le demande. Et c'est là où il y a vraiment pour moi, à ce niveau humain, que nous sommes absolument égaux. Il n'y a pas égaux, il n'y a pas une ordre là-dedans pour moi. Mais quand tu es au clair sur ta vision, là c'est top-down, bam. Oui, et je ressens avec mes sources spécifiques quand elles sont claires aussi, où j'essaie d'être clair sur ça et je leur laisse. Naturellement, on fait des fautes. Il n'y a pas de perfection. Mais en fait, on a cette aspiration, et je pense que tous mes praticiens ont l'aspiration de suivre ça, faire leur mieux de suivre ces principes. Et avec ça, les choses semblent plus ou moins couler bien. J'ai envie de vous remercier pour votre attention. Parce que de tous les événements qu'on a eus au 47, j'ai jamais vu autant de personnes avec autant de silence entre les mots des orateurs. C'était phénoménal. Donc merci pour votre calme et votre attention. Voilà. Voilà, mais donc oui, merci à vous tous pour cette magnifique soirée qui est pour moi vraiment l'ouverture ou l'apéro. Et donc j'aurais envie de demander à Duc et Peter si vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous avez envie de donner comme impulsion là à la fin de cette soirée à toutes ces personnes qui sont venues nous écouter lors de ce débat. Ben moi, je vais avoir une pensée pour nos followers de la chaîne Open Opal qui vont voir ce replay. Puisqu'on va mettre le différé sur la chaîne Open Opal, qui fait plein d'autres choses. Donc rejoignez le mouvement, regardez sur le site web, arpentage, d'autres formations par Agathe, beaucoup dans ce lieu d'ailleurs, le 47. Et concomitamment, je voudrais demander à Peter, qu'est-ce qui va se passer à Paris pour la communauté qui s'appelle plus PKS? Alors, pour répondre, mon écosystème s'appelle encore PKS. Mais ce qui est nouveau, c'est que pour la promotion du travail, ça s'appelle Love in Business. On a fait le deuxième nom pour différencier le écosystème, mon champ, qui reste, parce que c'est mon champ, et je suis la source, qui reste Peter Koenig System, et on a donné un nouveau nom, c'est pas nouveau en fait, mais on va le conscientiser plutôt, le nom Love in Business, comme le travail qui est composé, comme dit, de travail-argent, travail-source et les réappropriations. Et
avec la communauté de praticiens qui ont pris les masterclass ou qui sont formés par les autres personnes comme Christian Junot et les autres praticiens qui est en train de croissance au moment. On a mondialement à peu près 100 personnes qui sont dans la position d'être praticiens. Ils ne sont pas tous, font des autres choses aussi, mais c'est en train de croissance. Et si vous êtes intéressé, va chez mon successeur demain de mes masterclass pour développer comme praticien, parce que, à mon avis, il y aura beaucoup de demandes sur ça dans le futur. Comme j'ai dit au début, c'était radical au début, c'était marginal, c'était pas reconnu, mais j'attends un foule. J'attends un foule et il faut des personnes qui peuvent travailler avec grande profondeur parce que quand on touche ce travail argent, c'est pas une coïncidence que c'est pas touché, c'est le dernier tabou, c'est le plus grand tabou et ça touche par les émotions très 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 profondes, les ombres très 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 profondes. Ça veut dire il faut être praticien de pouvoir tenir les grands bouleversements. Et on a beaucoup de thérapeutes dans le champ, mais c'est plus profond que la thérapie, je dirais, d'une façon. C'est plus que la thérapie parce que les thérapeutes plutôt ne sont pas formés de faire le travail argent en général dans leur formation. Ils ne sont pas capables de prendre encore cette profondeur avec ces bouleversements. Voilà, c'est la spécialité. Et de ma part, un grand merci pour vraiment l'écoute fantastique ce soir, partout, de chacun de vous. Grande appréciation de ma part de ce que tu as créé ici, Duc, vraiment, de Raphaël et tout le monde. Et dernier mot, c'est normalement, c'est un peu, mais je vous aime, je t'aime. Merci beaucoup.